Bonjour les toqués du Tic Tac. Aujourd'hui, une émission consacrée aux montres à caractère militaire avec un invité mystère à la fin pour une cerise sur le plateau. Vous m'en direz des nouvelles. Nous avons choisi des modèles emblématiques issus de grandes manufactures, mais aussi des petites pépites que peu de gens connaissent. Comme toujours, vous aurez les prix et toutes les caractéristiques détaillées des montres présentées dans l'excellent article de la douce et magnifique Chloé sur mywatch.fr. Ça s'affiche là. Demain, c'est aussi l'ouverture du salon Watches and Wonders. Nous avons une grosse équipe sur place cette année pour couvrir cet événement international. Nous avons évidemment rendez-vous avec les CEO, comme toujours, pour faire des interviews exclusives et intrusives, comme vous les aimez. Je vous rappelle que ce salon est ouvert au public samedi, dimanche et lundi prochain. Et nous, à partir de demain, on publiera en live des reels et des stories sur mon compte Instagram, le voici, avec un concept comme si vous y étiez. Alors abonnez-vous, là je vous ai mis l'adresse. Attention, ça va décoiffer. Et on commence tout de suite avec une breaking news, puisque nous avons réussi à négocier la présentation en exclusivité mondiale, un jour avant tout le monde, de la nouvelle Hamilton Khaki Field. Évidemment, c'est exclu, c'est surtout pour ceux qui regardent systématiquement nos émissions le lundi, puisque dès demain, l'info partira chez tous les journalistes. C'est la prime au primo-regardant, comme on dit. Et on y va maintenant pour les montres militaires. Réglez vos montres. Feu! C'est parti! Et voici l'info en question. L'Hamilton. Hamilton qui agrandit la famille Khaki Field automatique avec 9 nouvelles déclinaisons. Et il faut dire que c'est un peu le best-seller d'Hamilton, la Khaki. Hamilton, qui je le rappelle, est une marque américaine, fondée en 1892, et que sa première vocation à l'époque, c'est de donner une heure exacte aux employés des chemins de fer. Des chemins de fer américains. D'ailleurs, le surnom de la montre de poche de l'époque, que vous voyez là, c'est la montre pour la précision des chemins de fer. C'est incroyable, non? Et fort de cette notoriété en image et en précision, en 1935, Hamilton commence à vendre des montres à l'armée américaine. Et en 1942, elle ne vend plus au public pour ne fournir que l'armée. Et ce sera donc évidemment la montre des GI de la Deuxième Guerre mondiale. La Khaki voit le jour, elle, en 1966, au début de la guerre du Vietnam, et dispose d'un système de stop-seconde qui permet une mise à l'heure très précise et possiblement synchronisable par plusieurs personnes en même temps. Et ça, c'est très utile pour les opérations militaires. C'est le fameux « messieurs, réglons nos montres », tac, tout le monde prend la montre, ils tirent la couronne, ils mettent à la même heure, et tout le monde appuie sur la couronne en même temps, et donc tous les calibres repartent au même instant. C'est d'ailleurs sur la Khaki qu'on voit arriver la double échelle des heures sur le cadran. Très utile lorsqu'il y a plusieurs pays, par exemple, et qui doivent communiquer pour se coordonner. D'ailleurs, les militaires, eux, ils ont une heure sur 24 heures, qu'on appelle aussi Zulu Time. Et d'ailleurs, une heure qui fait abstraction des fuseaux horaires. Et oui, parce que par exemple, aux États-Unis, quand on parle d'heures, AM et PM, 5 AM c'est 5 heures du mat, et 5 PM c'est 5 heures de l'après-midi. Et chez nous, 5 heures de l'après-midi, c'est 17 heures. Et c'est pour ça que sur la Khaki, il y a les heures de 1 à 12 en grand, et en petit dessous de 13 à 24. C'est pour que la personne puisse savoir immédiatement que 4 heures c'est 16 heures et que 9 heures c'est 21 heures. Et oui, quand le mec il dit à la radio on attaque à 23 heures et que l'américain il sait même pas que ça existe, ça pose un petit problème. Voilà un petit rappel historique, toujours intéressant, qui montre bien que, question montre militaire, la Khaki d'Hamilton, c'est une légende. Donc quand Hamilton dévoile 9 nouvelles versions de la Khaki Field, qui plus est automatique, c'est un vrai événement. Toujours fidèle à son ADN militaire, cette nouvelle génération joue la carte du style, avec 2 nouvelles teintes de cadran, un bleu profond et un cadran vert kaki. Donc en adéquation parfaite avec l'esprit militaire, avec le vert kaki évidemment. Elles sont disponibles en 38 et en 42 mm, donc il y en aura pour toutes les tailles de poignets. Vous pouvez choisir, si vous avez un gros poignet, vous prenez la 42, un petit poignet, vous prenez la 38. En plus, la nouvelle Khaki Field soigne les détails. La Khaki, elle, est très fonctionnelle, très militaire, avec un cadran ultra lisible, vert kaki et blanc. Celle avec le cadran bleu, que j'ai là sur bracelet acier, a une ronde des heures soulignée par un traitement de surface en cercle, vraiment très chouette. D'ailleurs, on remarquera que l'aiguille des secondes est particulièrement longue sur les deux modèles pour bien pointer l'échelle des 60 secondes.
Un guichet de date à 3 heures vient compléter les informations distillées par un calibre automatique qui possède 80 heures de réserve de marche. Ça, c'est bien, c'est beaucoup. Et c'est quand même pas mal parce qu'il est équipé d'un spiral Nivacron amagnétique, ce qui est très utile pour une bonne chronométrie du calibre. Côté bracelet, 3 options. Cuir marron ou noir pour les amateurs de vintage, ou alors acier inoxydable pour ceux qui préfèrent un look plus sportif. La famille kaki s'agrandit, et c'est vrai que moi, perso, le cadran kaki pour une montre militaire, je trouve ça très raccord. Alors j'ai quand même repéré un petit truc un peu bizarre sur le bracelet métal de celle qu'on nous a livrée. Et un truc que je m'explique pas, parce que les maillons du milieu, ils sont coupés en deux, donc je pense qu'après, ils sont évidemment resserrés, remis ensemble. Et là, il doit y avoir des petites différences de cambrure parce que le reflet n'est pas linéaire sur le bracelet. Alors, je ne sais pas si c'est fait pour, si c'est comme ça sur toutes les Hamilton. C'est vraiment minime, hein, c'est parce que nous, on va vraiment dans le détail. Si quelqu'un a l'explication, qu'il nous le laisse en commentaire. Pour tout le monde, c'est sympa et ça enrichit notre culture horlogère. Passons maintenant à un chrono qui porte le nom d'une école aérienne militaire de légende, Top Gun. Et donc, évidemment, c'est la manufacture IWC qui a le contrat avec Top Gun, donc qui sort des collections Top Gun. Et d'ailleurs, je commence par vous montrer le dos de la montre, car il y a au dos le mythique logo Top Gun et l'inscription United States Navy Fighter Weapons School. Alors là, si vous mettez la montre au poignet, vous vous prenez tout de suite pour Tom Cruise. Remarquez, une fois, j'ai passé une Hamilton au poignet et il y a un mec qui m'a vu arriver, un champion du monde de voltige, et il m'a dit « Tu te prends pour Tom Cruise ». C'était Nicolas Ivanov, pas un Top Gun, mais en tout cas un top mec et un top pilote, qui m'en a fait voir de toutes les couleurs lors d'une séance de voltige mémorable, où j'ai pris des jets plein la figure. Faut dire que le mec, il est champion du monde des champions du monde. J'ai pas vomi pour repeindre le cockpit, hein, mais ceux qui n'ont pas vu l'émission, je vous mets l'affiche. Nicolas, tu le sais, ma vengeance sera terrible, je la prépare, mais alors je la prépare d'une force, on ne ira pas comme ça. Revenons à notre montre IWC. Tiens, est-ce que vous savez par exemple qu'au sein de l'académie Top Gun, si un pilote ou un instructeur fait référence à un moment au film ou à une réplique du film, eh ben, il prend une amende. Il faut dire que là-bas, quand les mecs s'entraînent, la tactique, le pilotage, tout, c'est pas du cinéma. Hein. D'ailleurs, dans les salles de classe, on entend voler les mouches, et à l'extérieur, on entend voler les jets, évidemment. Donc voici la fameuse montre d'aviateur chronographe Top Gun, équipée d'un mouvement manufacture IWC, chrono, avec affichage jour, date, et petite seconde. La petite seconde étant le seul élément coloré de la montre qui sert aussi d'indicateur de marche, donc identifiable immédiatement. La montre est en céramique et en titane. Autant vous dire qu'elle est robuste à souhait pour partir en mission. Le titane, on le trouve à l'arrière, c'est le matériel hypoallergénique par excellence, idéal et en plus il est insensible à la corrosion. Le boîtier, lui, est en céramique noir mat, pour éviter tous les reflets possibles avec le soleil, pour ne pas perturber les pilotes lorsqu'ils sont en vol. Et aussi parfois, quand ils se retrouvent éjectés en territoire ennemi. Et oui, dans ce cas-là, les reflets, il faut les éviter. Ils doivent être invisibles au sol, on s'en doute. Sinon, ils sont repérés, juste avant d'être récupérés, donc c'est pas bon. C'est pourquoi aussi le verre est résistant à la dépressurisation, au cas où. Et il est aussi traité anti-reflet sur les deux faces, pour une lisibilité parfaite en toutes circonstances. Bon, c'est un beau bébé, 44,5 mm de diamètre, mais il faut ce qu'il faut pour avoir des informations claires et lisibles au poignet. Seul petit bémol, s'il fallait en trouver un pour moi, je pense que l'étanchéité à 60 mètres, c'est un peu léger. 100 mètres aurait été parfait, surtout en cas d'éjection d'urgence au-dessus de la mer, ce qui est toujours possible pour des mecs de la Navy. Bon, je vais vous dire, c'est pas un secret, les mecs de Top Gun qui s'éjectent, ça arrive pas tous les jours, hein, pour ne pas dire jamais, vu que ce sont des pilotes qui sont au top de tout. Ils sont affûtés, c'est les gouttes du game, hein, en pilotage comme en tactique. Dernier détail et non des moindres, la montre est dotée d'un boîtier interne en fer doux qui agit comme une cage de Faraday et qui met le calibre à l'abri des champs magnétiques. Et c'est vrai qu'avec toute l'électronique qu'il y a à l'intérieur d'un cockpit d'avion de guerre, autant vous dire que c'est pas du superflu. Voilà pour la petite montre Top Gun. Et maintenant, nous allons passer à une autre montre très appréciée des militaires pour son caractère de robustesse à toute épreuve. Il s'agit évidemment de la G-Shock. Je ne reviens pas sur les caractéristiques communes à toutes les G-Shock. On a fait une émission complète sur ces montres.
je vous mets l'affiche, qui sont vraiment des montres-outils au sens propre du terme. Mais là, j'ai un modèle spécial qui mérite qu'on s'y intéresse 2 minutes. C'est la montre GD350 qui a remporté l'appel d'offres pour équiper les plongeurs démineurs de la Marine nationale. Et là, on rigole plus. Parce que les mecs, niveau exigence, là, ils sont top high level. Hein. Vous imaginez bien que quand on est en train de déminer quelque chose, le temps qui passe a une petite importance. Cela me donne l'occasion de dire bonjour aux poteaux du commando Hubert. On a fait une émission avec eux, je vous mets l'affiche. Où que vous soyez, on pense à vous. Revenons maintenant à cette G-Shock. Elle se doit d'être étanche jusqu'à la profondeur maximale d'immersion, y compris avec les fonctions activées. Et comme toutes les G-Shock, elle est étanche à 200 mètres. Mais ce qui est intéressant, évidemment les mecs qui sont des mineurs, c'est que la fonction minuterie, elle, est accessible avec un bouton surdimensionné pour être activé. Ils peuvent même, à la fin d'un compte à rebours, régler à l'avance s'ils veulent être alertés par une vibration ou une tonalité accompagnée d'un clignotement de la LED. Je suppose que ce choix, ils le font en fonction de la mission qu'ils ont à faire. S'ils sont en extérieur, sous l'eau ou je ne sais pas où. On s'en doute bien, puisqu'il n'est pas question que la montre foire en plein déminage. C'est quand même leur vie qui est en jeu et on les remercie pour ça. J'ose pas imaginer les tests que la montre a passés en matière de fiabilité avant qu'elle soit choisie par la Marine nationale et les démineurs. À mon avis, les tests y sont très costauds. D'ailleurs, la conception du bracelet et de son amortisseur a été améliorée pour permettre aux porteurs de la montre de sentir au plus près la vibration qui indique la fin d'un compte à rebours. Quant à la LED, elle peut être configurée à la demande pour s'allumer 1, 3 ou 5 secondes. C'est quand même dingue, hein? Ultime détail, mais qui n'en est pas un. La fonction éclairage automatique lorsque la montre est orientée vers le visage. Donc par exemple, en plongée, ils font ça, pas besoin d'appuyer sur le bouton, ça s'éclaire, et il faut savoir qu'avec les gants, c'est quand même pas évident d'aller trouver le bouton de la lumière. Je passe sur toutes les fonctions, GMT, baromètre, thermomètre, boussole, calendrier, heure UTC, on dit aussi Zulu Time. Bref, c'est la montre militaire par définition, et on la voit au poignet de beaucoup de corps d'armée, avec par exemple des modèles qui ont été faits spécialement pour la British Army, regardez là, la Royal Air Force, regardez là, et la Royal Navy, toujours là. Et même pour les pompiers de Paris, autant dire que la résistance aux températures extrêmes, ça fait partie aussi du cahier des charges. Passons maintenant à une autre montre très originale aussi, et dont la lunette tournante est un élément stylistique indéniable, la nouvelle Longines Pilot Majotech. Modèle dont les proportions et l'ergonomie ont été revisitées, son boîtier en acier à 43 mm de diamètre, et la forme coussin est légèrement cambrée et pourvue de cornes plus arrondies pour mieux épouser le poignet. Un détail historique s'invite à 9 h sur la carrure, où une plaque commémorative gravée 1935 est vissée. Il faut savoir que c'est en 1935 que l'armée de l'air tchécoslovaque commande à Longines une montre dotée d'une lunette tournante avec un index lumineux mobile. Et est gravé sur la montre livrée à l'armée tchécoslovaque Majotech Vojenské Spraví. Évidemment, je parle le tchèque couramment, traduction, propriété de l'armée tchécoslovaque. D'où le nom du modèle Longines Pilot Majotech. Plusieurs séries sont produites entre 1939 et 1945. La forme coussin du boîtier, elle, est aussi inédite et Longines le dépose en 1935. Il faut savoir que c'est un mécanisme breveté de la lunette tournante qui assure l'étanchéité à 100 mètres. Cette fameuse lunette tournante externe qui est couplée à un triangle repère interne fluorescent qu'on appelle le Starting Time Indicator, qui lui reste totalement indépendant de la glace saphir pour assurer une meilleure étanchéité. C'est quand même très cool, et les stries qui sont sur la lunette de la montre donnent à la montre un look qu'on reconnaît au premier coup d'œil. Bon, comme toutes les montres de pilote, la Pilot Majotech assure une visibilité optimale. Son cadran noir mat affiche de grands chiffres arabes blancs, traités en superluminova, Old Radium. Les aiguilles bâtons rodiers, elles, sont aussi phosphorescentes. Une petite seconde surdimensionnée à 6 h vient compléter les informations, et elle sert aussi d'indicateur de marche, ce qui, comme on l'a dit, est toujours utile sur les montres militaires. Côté moteur, la Pilot Majotech est animée par un mouvement à spirale en silicium, comme la Milton de tout à l'heure d'ailleurs, donc résistant au magnétisme et offrant en plus une réserve de marche de 72 heures. Vrai plus pour les amateurs de chronométrie, évidemment, le calibre de la montre est certifié chronomètre par le COSC, ce qui est le gage d'une précision absolue.
Maintenant, on va passer à une montre moins connue, française, avec la marque Leformand et son chrono hommage au débarquement de Normandie. Et j'ouvre la petite boîte qui ressemble à une boîte en fer de munitions. C'est marrant parce que c'est un chrono qui est sorti en hommage au débarquement de Normandie. D'ailleurs, il s'appelle Omaha et il est édité à 44 exemplaires puisque le débarquement à Omaha Beach a eu lieu en 1944. Et à l'heure où je vous parle, il reste moins d'une vingtaine de numéros encore disponibles. C'est un chrono visiblement inspiré des chronos des années 40 et il embarque un mouvement japonais Seiko NE86. Et ça, c'est bien parce que c'est un calibre qui est fiable et éprouvé. Et moi, j'aime bien le style vintage de cette montre parce qu'avec son cadran vert soleillé et ses cadrans dorés, la couronne striée un peu qu'on dit en forme poire, la fine lunette avec une bague en aluminium et son bracelet en cuir vieilli à trous, eh ben, franchement, il a un petit look vintage qui est très sympa. La petite seconde est à 3 heures, le compteur des 30 minutes est à 9 heures, et il y a même un petit bleu-blanc-rouge sur le cadran, sympa avec l'étoile américaine en blanc. Côté luminescence, c'est du Super Luminova, Old Radium, pour lui donner aussi un petit côté vintage dans l'obscurité. Vraiment, là, Leformand, ils ont bien fait les choses. Le packaging est soigné. Il y a même à l'intérieur une plaque d'identification que je vais vous sortir. Voilà. Qui est comme les GI américains, sur lequel il y a évidemment le numéro de la montre, numéroté, que l'on retrouve aussi à l'arrière. Arrière, où on retrouve l'emblématique étoile américaine que l'on voit peinte sur les capots des Jeep Willys. Et moi, j'adore les Jeep Willys. D'ailleurs, si vous avez un plan pour en trouver une, en bon état, authentique, bien équipée, bref, une belle et pas trop chère, un mouton à 5 pattes, je suis preneur. C'est une voiture qui me titille depuis quelques années, et je vais bien finir par craquer un jour. Maintenant, on passe à une montre mythique d'une marque qui ne l'est pas moins. Et là, j'ai une surprise pour vous, puisque j'ai invité l'expert, le spécialiste, le docteur S. Panerai, à la réputation internationale qui a dépassé les frontières. J'ai nommé Stéphane Sieczka, le directeur de la rédaction des montres, le plus panéristi des panéristis, le seul journaliste français invité au relancement de Panerai il y a plus de 30 ans, et il va arriver sur le plateau avec 3 montres sur un plateau, les montres Panerai sorties en hommage au Navy Seal. Stéphane, tu peux venir. Viens, viens, viens. Je me déplace sur la droite et je te laisse le siège à côté de moi. Stéphane Sieczka. Bonjour. 18 de tension, 9 dans chaque bras. Je déconne pas parce que quand il me met une baffe, je fais 3 fois le tour de mon type sans toucher l'élastique. Donc, méfiance. Viens là, mon Steph. Voilà. Et voilà les 3 magnifiques. T'as vu, hein? Je t'ai mis le petit... Le petit maiale. Ça s'appelle comment? Un maiale. Un cochon. Maiale. Un quoi? Un cochon. Parce qu'en fait, c'est un mini sous-marin qui était extrêmement difficile à piloter, qui a été utilisé par les Italiens pendant la Deuxième Guerre mondiale, les premiers porteurs de Panerai. Et comme il était extrêmement difficile à tenir, on avait l'impression qu'on montait sur le dos d'un cochon. Donc c'est pour ça que c'est devenu maiale. Parce que le vrai nom, c'est SLC, qui veut dire torpille à course lente. Je vous ai pas dit que le mec il savait tout sur Panerai? Ah bah là, je vous invite à Cador, hein, faut quand même pas croire. Bon, raconte-nous un petit peu. Alors, t'étais le seul journaliste français invité au relancement de la marque Panerai il y a plus de 30 ans. Oui, en 1993. Panerai qui a été repris... racheté 3 ans plus tard par Richemont. Par le groupe Richemont. Quand on a fait une marque internationale, évidemment, ils ont renoué avec leurs racines. Leur héritage militaire. Leur héritage militaire. En plus, bon, évidemment, les SEAL aux États-Unis, c'est quelque chose de très, très particulier. C'est vraiment le mythe dans le mythe. La force militaire la plus importante aux États-Unis, c'est la Navy. On en a parlé un petit peu avant, puisqu'on a fait la montre Top Gun, donc voilà. qui sont évidemment là où on s'entraînait les pilotes de la Navy. Et donc, les Navy Seals, 2 positions géographiques aux États-Unis, les teams impairs, le 1, le 3, le 5, le 7, le 9, sur le Pacifique, les teams pairs sur l'Atlantique à Norfolk, le 2, le 4, le 8. Et toi, t'as fait des trucs avec eux? T'as été sur les bases et tout ça? Alors moi, je suis allé à Coronado Island, où il y a l'école des SEAL, ouais. T'as rapporté des trucs de là-bas? J'ai une preuve. Le mec, il sort les trucs de ses poches, regardez. Ah! Un coin Navy Seal. Alors ça, il n'y a pas beaucoup qui doivent en avoir en France. Et t'as eu ça comment, toi?
On me l'a donné. Il me l'a donné parce que on dit, quand tu vas au bar avec des gens de la Navy, ils te disent, t'as ton coin. Et si t'as pas ton coin, tu bois pas. C'est toi qui, non. C'est toi qui payes. Ah oui, d'accord. Alors, comme souvent, ils sont nombreux. Ouais, souvent, il vaut mieux avoir ton coin. Alors ça, c'est un coin très, comment dire, très classique. Celui-là, tu peux le trouver possiblement. Et il ressort un autre truc de sa poche. Et puis, moi, j'ai celui-là aussi. Celui-là ressemble à un jeton de poker, c'est marrant. Il ressemble à un jeton de poker. Et alors, tu cherches toujours à avoir le coin le plus respecté. Alors, ce qui est drôle, c'est d'ailleurs, c'est une tradition qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était les pilotes qui commençaient ça, parce que comme ça, quand ils étaient abattus, ils pouvaient se reconnaître. Et c'est resté... Voilà, le squelette avec la faux, la mort et tout. Au début, c'était très américain. Dans les forces spéciales françaises, maintenant, ils ont des coins. Mais on en reparlera. On en reparlera parce qu'évidemment, on n'a pas pu parler de toutes les montres militaires dans cette émission. D'ailleurs, moi, j'en porte une de Matt, que notre ami Fabrice Pouget. Hein, parce que Matt, ça veut dire mer, air, terre. On ne l'a pas mis dans cette émission, on le mettra dans une autre. Surtout que je suis en train de préparer une collab avec lui. Donc, et on pourrait presque faire une émission que sur les montres militaires qu'il a faites, parce que lui, il en a fait beaucoup. On parle un peu des... Allez, on parle maintenant des Navy Seals et des montres Panerai. La collaboration Navy Seals Panerai, c'est pas une collaboration... Bon, ils ont signé un accord, parce que les Navy Seals, ils ont un directeur de marketing, et donc ils ont un accord de la même façon qu'IVC a un accord avec officiel. Ouais. Ils ont signé un partenariat, et ça leur donne l'autorisation de mettre sur l'arrière de la montre, ils gravent le logo. Ils gravent le brevet Seal, un trident avec un pistolet, une angle marine et un aigle. Et j'imagine que les critères d'exigence sur ces montres-là, ça doit être drastique. C'est pas forcément des montres qui sont portées en opération. Ah, ils portent autre chose? Bah, ils peuvent, certains le font. Certains portent ça en opération? Moi, j'ai vu des Panerai portés en opération. Donc, si tu as vu porter en opération, ça veut dire que tu étais allé en opération? Non, c'était là par hasard. Tu étais là par hasard, d'accord. Il y a des documents, je n'étais pas forcément là, mais tu as les photos. Donc, quand tu vois le type dans l'écho ou non... Tu le vois, il est avec la montre Panerai. Il a la montre Panerai. En plus, celle-là, elles ont une particularité, c'est que il y a un camouflage très particulier. Camouflage désert, je crois, ça s'appelle. Voilà. Ça s'appelle AOR1. C'est un camouflage pixelisé, qui n'était porté que par une seule unité des cils au début. C'est des pixels désert et ils sont tous différents. Oui. Ils utilisent une toile nylon et c'est doublé caoutchouc. Après, ce sont des Panerai, des submersibles. Elles sont gros diamètre quand même. Pour le modèle acier, 44 mm. Pour le titane et Carbotech, 47. Et pour la GMT, Carbotech, 44. Parce qu'elle est full Carbotech, juste avec... Ah non, il y a même du Carbotech à l'arrière ou c'est du titane? Non, c'est du titane. C'est un titane noirci à l'arrière, ouais, d'accord. C'est du titane DLC. D'accord. DLC, c'est Diamond Like Carbon, c'est-à-dire que c'est le traitement de surface le plus dur. Il faut déjà taper très fort dedans pour arriver à l'enlever. La petite seconde, on a l'impression que c'est une sorte de cible ou une sorte de viseur. Oui, ça ressemble un peu à une baguette de lunettes. Un viseur de lunettes. La Carbotech, on va faire un peu à l'inverse. La Carbotech, c'est la plus légère. Le Carbotech, c'est 60% plus léger que le titane. C'est aussi dur. Le Carbotech, c'est de la fibre de carbone collée à haute pression, on va dire, avec un produit magique entre les deux. C'est des feuilles, c'est pressé. Voilà, c'est... à usiner, c'est une tannée, quoi. Oui, c'est intéressant parce que visuellement, c'est jamais tout à fait pareil. C'est des sandwichs, c'est léger. Bon, c'est un peu coûteux. Bon, les prix, vous les avez dans l'article de Chloé sur MyWatch. Alors, dans tous les cas, c'est animé par des mouvements automatiques, puisque Panerai, maintenant, c'est une manufacture qui fait ses mouvements. Généralement, 3 jours de réserve de marche. Ce sont des Luminor. Luminor veut dire avec le pont. Le pont apparaît dans les productions Panerai dans les années 50. C'est vraiment la signature de Panerai. Oui, c'est le pont qui protège. Et qui, en appuyant assure l'étanchéité. La full Carbotech, elle est GMT. C'est pas inintéressant. Pour les gens qui vont dans les théâtres étrangers, ils peuvent se mettre leur militaire sur 24 heures sur le GMT. Et puis, on peut aussi, moyennant un petit gymnastique et un petit réglage, s'en servir de boussole solaire. Ah oui, alors ça, j'ai jamais compris comment ça marche. Non. On le fera. On le fera une prochaine fois. On le fera, il faudra trouver un soleil, mais on trouvera un soleil, on fera ça dehors. Donc voilà, sinon... Bonne aile de base, acier 316L, bon. Mais qui est très joli aussi en acier. Hein. Le cadran dégradé un peu sfumato, hein, on dit en italien. Sfumato. Le Luminova un peu old radium, comme ça c'est joli. Et les montres sont toutes livrées avec 2 bracelets. Celui-ci et un bracelet noir classique, caoutchouc. C'est un changement assez rapide. Ah d'accord, non, il n'y a pas encore le système rapide, mais je pense que très vite... Très vite, ça va arriver. Ça va arriver. Et puis, c'est série limitée.
Elles sont toutes en série Je limitée. pense qu'elles sont toutes en série limitée. Là, D'ailleurs, il y a aussi un chrono. Oui, un chrono avec un flyback. Un flyback, mais qui est déjà out of stock. On vous le met en photo, hein, parce que le chrono, il est assez intéressant. Il y a des inscriptions sur le cadran qui sont marrantes. Et puis, ils ont une production off pour certaines unités d'élite. Je vois pas pourquoi tu me dis ça, parce que je crois que tu es à l'origine de beaucoup. Non. C'est dans une légende. C'est une légende urbaine. C'est une légende urbaine, voilà, c'est ça. Que peut-on dire d'autre? L'étanchéité? 300 mètres pour les 44 et 47 titane Carbotech et 500 mètres pour la full Carbotech. Ah d'accord. Donc là, vraiment, de la grosse étanchéité, on peut tout faire avec. De toute manière, ce modèle-là, la Submersible, c'est un modèle un peu plus tardif que les... Il est dérivé des modèles qui avaient été faits qu'ils en appellent égyptiennes. Pour l'armée égyptienne? Pour l'armée égyptienne, qui sont des très grosses montres, très rares. À l'origine, les Panerai historiques, elles n'ont pas de lunettes tournantes. Mais comment ils font alors pour la plongée s'il n'y a pas de lunettes tournantes au début? Ben, ils regardent l'heure. Ils regardent l'heure juste comme ça? La plongée et l'aviation, c'est pas la même chose. On n'est pas dans les mêmes temps. Quand on mesure ces temps de plongée, c'est pas forcément à la seconde. Ça veut dire que les premières montres qu'ils avaient sur les torpillos, les torpedos là, il y avait l'heure et les minutes. Il y avait pas de minutes. Et c'était le cadran sandwich avec les chiffres découpés. Ouais. Parce que ça aussi, là, il n'y a pas. Mais pas dans celle-là, oui, parce qu'il y a des... Sur certaines Panerai, vous avez beaucoup de Panerai. Le cadran est découpé et c'est un disque complet de Luminor qui est posé à l'arrière du cadran. Et c'est comme ça parce que la spécialité, Panerai ne faisait pas les mouvements puisque les premiers mouvements, ça a été Rolex, après ça a été Angelus. Et le produit qu'on mettait à l'intérieur, qui était du radium pour les montres qui s'appelait Radiomir, et ensuite du tritium pour les modèles Luminor. Et d'ailleurs, chez Panerai, la première fois que je suis allé chez eux, il y avait une zone où il y avait le stockage des produits radioactifs. Et ça a été un des grands enjeux industriels quand ça a été racheté, le stockage des peintures spéciales et autres, parce que évidemment, c'est dangereux pour la santé. Donc voilà. L'arrivée du Super Luminova, c'est assez tardif. En fait, pendant longtemps, on a fait des montres avec du tritium. Et le fameux scandale des filles qui faisaient les aiguilles. Alors ça, c'était bien avant. Ça, c'était le radium. C'était le radium. Bon, on n'en finirait pas avec Stéphane. On va juste finir par un truc qui, à mon avis, est intéressant. C'est de dire aux gens qu'il y a une partie de montres historiques dans la boutique Panerai aux Champs-Élysées. Oui, bien sûr. Au premier étage. Donc, si vous voulez aller voir, c'est accessible. C'est libre de... C'est libre. Et deuxièmement, on ne peut acheter les montres Navy Seals que dans les boutiques Panerai. Voilà une information importante. Ces montres-là ne sont vendues que dans les boutiques Panerai, et donc à la boutique des Champs-Élysées, et donc à un endroit où on peut voir des grosses montres vraiment d'époque. Voilà, des compas. Tout ce que Panerai faisait comme objet militaire de poignée, un peu, on peut dire. Absolument. Voilà, et si vous avez un peu de peau, mais là, il faut vraiment avoir du pot, on y croise Mike Horn. On peut y croiser Mike Horn. Il y a une petite partie garderie pour mettre les enfants maintenant. Ah bon? C'est ça. Depuis 2 jours. Et il y a un bar où on peut boire un café. Absolument. Bar où l'on se retrouve assez régulièrement avec Stéphane pour aller boire un petit expresso, puisque leur machine à café, évidemment, est italienne. Et fait un café qui est formidable. Dernière chose, mon cher Stéphane. Toutes les montres, et notamment ces Navy Seals, quand elles sont arrêtées, elles donnent l'heure exacte. 2 fois par jour. Et voilà, c'est ça. C'est un pro, c'est un spécialiste. C'est Stéphane Cieśka. N'oubliez pas quand même d'acheter son magazine. Il est directeur de la rédaction de la Revue des Montres. Et il y a toujours des dossiers fantastiques. Et on apprend toujours quelque chose, même quand on connaît tout, quand on achète la Revue des Montres. Merci. Bon, allez, qu'est-ce qu'on dit? À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure.